Plaisir de vous retrouver, fidèles amis téléspectateurs sur Afrique Santé Web Télévision. Nous vous savons nombreux du bout des ondes et le plaisir est nôtre. Nous ne cesserons de vous l'exprimer, de vous retrouver dans cette émission PTF, entendez, partenaires techniques et financiers en santé. Nous revenons bientôt, installez-vous. Ainsi que l'indique le nom de cette émission, nous allons nous atteler à découvrir un partenaire technique et financier qui œuvre dans la santé. Ce partenaire, nous le découvrirons en la personne d'une personnalité, mais également en découvrant l'institution qu'il accepte de représenter devant nous aujourd'hui. Nous allons, avec votre permission bien sûr, recevoir le docteur Melchior Aïssi, qui est directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS. Docteur, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour monsieur le journaliste. Nous savons votre temps précieux et je voudrais encore une fois vous transmettre les reconnaissances, la gratitude de l'ensemble de l'équipe de ce média et de l'ensemble des téléspectateurs que vous acceptez d'édifier en étant sur ce plateau avec nous. Merci, le plaisir est à moi. Alors, nous parlons de l'Organisation ouest-africaine de la santé, institution sous-régionale que vous représentez et que, j'en suis sûr, beaucoup de nos amis téléspectateurs découvrent pour la première fois. Alors, docteur Aïssi, qu'est-ce que l'Organisation ouest-africaine de la santé? Monsieur le journaliste, avant de répondre à cette question, je voudrais juste régler quelque chose pour dire, présenter l'OAS comme un partenaire technique et financier dans l'espace CEDEAO, c'est un peu dire. Sinon, l'OAS est un partisan, est un acteur, puisque c'est une organisation de tous les pays de la CEDEAO en ce qui concerne la santé. De ce point de vue, c'est un acteur quotidien de la santé, n'est-ce pas, un partenaire. Maintenant, l'Organisation ouest-africaine de la santé, c'est une institution spécialisée de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à qui mandat a été donné par les chefs d'État et de gouvernement de cette organisation CEDEAO pour mettre tout ce qui est comme force dans le domaine de la santé en synergie, en vue d'une harmonisation de tout concept, de toute politique réelle pour une uniformisation en vue d'une intégration réelle. Et de ce point de vue, il lui a été assigné de tout faire pour qu'à l'horizon 2050, les peuples de la CEDEAO aient les meilleurs indices possibles de santé en Afrique. Ça suppose qu'à l'horizon 2050, les indicateurs de santé dans les 15 pays de la CEDEAO doivent être les meilleurs en Afrique. Voilà. Ça fait beaucoup. Et ce qui me vient là à l'esprit, docteur, c'est que, alors, vous nous parlez de 2050, ce qui nous fait quand même comprendre qu'il y a une approche prospective multidécennale. Alors, à quel point est-ce que la CEDEAO ou l'OAS est-elle prévisionnelle en ce qui concerne la santé des populations? Comme vous venez de le dire, les actions ou les activités de l'OAS dans le secteur de la santé prennent toutes les dimensions de la santé. Quand je dis toutes les dimensions, c'est tous les déterminants de la santé qui sont considérés. Vous savez très bien que la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie ni d'infirmité. C'est un état complet de bien-être mental, physique et social. De ce point de vue, nous travaillons de manière prospective dans tout ce qui est éducation, tout ce qui est formation, tout ce qui est nutrition, tout ce qui est environnement et que sais-je. Notamment, nous travaillons également, je dis notamment également, dans tout ce qui est alignement du secteur de la santé classique, qui n'est qu'un secteur de la médecine. Tout ce qu'on appelle maintenant santé, ce n'est que le secteur qui s'occupe des maladies. Donc nous renforçons tout ce qui existe
Et dans les projections, nous faisons tout pour que tout soit aux normes, telles que l'intelligence artificielle aujourd'hui, telles que la télémédecine. Nous accompagnons tous les pays à être presque au même pied d'égalité et à avoir les capacitations nécessaires à prendre en charge si jamais il y a des cas qui se présentent, qu'on n'ait pas forcément à courir hors de notre région de la CEDEAO pour trouver des solutions. Alors nous entendons bien l'approche holistique dans laquelle vous traitez donc la santé au sein de l'espace CEDEAO et je vais dire même au-delà. Absolument, puisque le mandat qui a été donné pour les pays de la CEDEAO, les 15, c'est bien mis et les pays tiers. Pour protéger sa propre santé, il faut aider son environnement immédiat à être à même titre que vous, à les protéger également. Donc, nous sommes 15 États, mais l'OAS travaille aujourd'hui pour 19 États. Nous sommes en Afrique centrale, nous sommes au Cameroun, nous sommes au Tchad, nous sommes en République centrafricaine, nous sommes en Mauritanie. Wow. Donc voilà, si nous n'accompagnons pas ceux qui nous demandent à les appuyer, nous aurons tout fait faux du point de vue de la santé des populations d'Afrique. Parce que la CEDEAO, telle que conçue, ce n'est qu'une région de l'Afrique, mais quand on parle de santé, on ne peut pas être en autarcie pour dire qu'on se porte mieux, puisque nous circulons. Et que les virus et les microbes, j'allais dire tout court, qui sont des éléments déterminants et qui empruntent sur notre état de santé, sont partout. Si on aide les autres à mitiger les risques de santé, nous pouvons faire en sorte que nous portons mieux. Voilà. Merci, docteur. Alors, encore là, vu comme ça, on a l'impression que c'est un champ d'action, mais pratiquement illimité. Et je vous disais tout à l'heure en off, la santé n'a pas de frontières. Mais justement, avant de revenir à l'institution, quand on essaye de l'imaginer, on s'y perd. Dites-nous, à quoi ressemblent vos journées? À quoi ressemblent les journées du DG de l'OAS quand il y a tout ça à surveiller, à gérer, à faire? Nous avons tout fait que le secteur de la santé utilise aujourd'hui les moyens modernes de communication. Ce qui fait que je bouge avec mon bureau. Vous savez, avec certains logiciels maintenant, vous avez tout à la fois et en même temps, qu'on place ça dans le système pour que vous puissiez gérer. Mes journées sont longues. Si on pouvait en ajouter aux heures, aux 24 heures, je serais le premier à prendre, mais j'essaie de tenir. Et quand je dis j'essaie de tenir, derrière moi, il y a toute une équipe. Nous avons 5 directions, il y a toute une équipe qui travaille et que le DG que je suis n'est qu'un coordinateur de tout ça. Ce qui est certain, je tiens bon, ça peut y aller et qu'on peut garder espoir. En tout cas, je pense que vous avez le maximum d'encouragement, encore une fois, de toute l'équipe et de tous les téléspectateurs. Force à vous, comme on dit. Merci beaucoup. Alors, justement, j'allais en venir à l'approche structurelle de votre action. J'allais donc en venir à l'action structurelle donc de votre action, de l'action de l'OAS. Vous expliquiez donc que vous avez donc des directions, en tout cas il y a une certaine structure organisationnelle au sein de l'OAS. J'imagine donc que avec cette structure centralisée, vous allez forcément avoir une certaine approche individuelle avec chacun des pays que vous desservez, puisque la sollicitation est grande. Alors, docteur, comment s'organise l'OAS pour être efficacement opérationnel? Merci beaucoup. L'OAS a, dans un premier temps, un plan stratégique et qui prend en compte tout ce qui est du secteur de la santé, puis du secteur de la santé au niveau des pays. Chaque pays a un plan de développement sanitaire où les activités qui sont des activités communes sont alignées. Et au-delà de cela, au niveau de l'OAS, nous avons développé des partenariats, nous en avons une trentaine, avec des organisations internationales, les banques en général, pour nous appuyer dans le secteur. Parce que vous savez, les banques qui sont des banques au niveau international, je ne vais pas en citer,
pour être sûr de recouvrer ce qu'elle passe à nos États, il faut que la population se porte mieux pour produire de la richesse afin que les crédits soient remboursés. Donc nous sommes appuyés par presque toutes les banques qui font en sorte qu'au-delà du prélèvement communautaire que les États membres souscrivent, nous avons près de 60% de notre budget qui provient de ces partenaires-là. Mais nous tenons compte du fait des besoins réels et pertinents des pays pour les appuyer. Et quand je parle de besoins réels et pertinents, il y a tout un mécanisme pour d'abord appuyer. Appuyer, c'est ce qui est classique, qui se trouve dans les plans de développement, mais également pour les demandes individuelles des pays. Il y a une procédure qui fait en sorte qu'il y a une commission au niveau de l'OAS qui étudie les demandes. Et ces demandes peuvent provenir de n'importe qui, des citoyens de la CEDEAO. Les pays formulent du point de vue structurel, les individus formulent et c'est étudié. Dès que c'est étudié, nous l'envoyons dans les pays. Ce qui est certain, nous ne pouvons pas dire que nous arrivons à tout couvrir, mais nous couvrons l'essentiel. Et depuis un an, quand ces demandes-là sont étudiées, quand ça tombe dans les pays, ça ne tombe pas une seule porte. La seule porte, on a appelé ça comité de pilotage financier pays. La CEDEAO a dans chaque pays un représentant, un ambassadeur dans chaque pays. Ça tombe au niveau de cet ambassadeur qui a un seul compte, à qui nous avons pris un gestionnaire financier pour l'appuyer, plus les membres du CAF. CAF, c'est le comité administratif et financier de la CEDEAO, qui vote nos budgets, qui connaît notre budget, qui connaît les activités sur notre budget. Chaque pays envoie deux. Ces deux membres-là sont au niveau de leur pays, qui suivent pourquoi nous avons donné ci ou ça, et plus de parlementaires. Parlementaires, ce sont des députés pays qui siègent au Parlement de la CEDEAO, qui constituent ce comité-là au niveau de chaque pays. Donc nous arrivons, je dirais, vaille que vaille, à satisfaire les demandes, aussi bien les demandes que les subventions directes des pays. Il y en a que nous identifions nous-mêmes, tels que appui en ambulance, tels que appui en logistique, dès que nous sentons venir une épidémie, ou bien dès que c'est déclaré, le dernier cas c'est monkeypox, la variole de singe, dès que ça a été déclaré comme urgence sanitaire, nous avons dans la semaine même fait la formation de tous les pays à travers la formation des formateurs de par pays que nous avons accompagnés dans leur pays pour en former plus. Nous avons donné des kits, nous avons donné également des réactifs au niveau des pays pour que les pays aient la capacitation même de faire les diagnostics directs pour que cela ne s'étende pas. C'est comme ça que nous fonctionnons et qu'au quotidien, nous appuyons tous les pays à être en mesure de faire face à certaines épidémies, être en mesure de faire face à certains problèmes de santé, surtout de santé publique. Et aujourd'hui, nous travaillons énormément sur ce qu'on peut appeler la santé communautaire. C'est important que je le dise, puisque l'analyse des 15 dernières années des dépenses en santé au niveau de nos pays fait en sorte que les dépenses en santé sont en train d'augmenter. Les 15 dernières années, ça a été augmenté d'environ du tiers. Mais les indicateurs ne s'alignent pas si pour autant. Pour beaucoup de pays, les indicateurs sont en train de s'aggraver, les indicateurs en santé. Et pourquoi c'est comme ça? Nous avons pris la résolution de jouer la stratégie de la santé communautaire, c'est-à-dire aller voir dans chaque communauté, aller voir dans chaque ménage quels sont les risques de santé et pouvoir les mitiger au niveau communautaire. Ça nous évitera à avoir beaucoup de complications, à avoir des grandes épidémies dès que c'est identifié. Et nous pensons en faisant cela, d'ici peut-être 5-10 ans, nous aurons beaucoup moins à dépenser en santé et avoir beaucoup plus d'évidence en ce qui concerne la santé. Pour imaginer ce que je dis, nous allons accompagner les communautés, les familles à éteindre les étincelles, au maximum les flammes, que de nous équiper au niveau pays à éteindre des incendies. Ça va revenir beaucoup moins cher. Voilà à peu près ce que l'OAS fait actuellement. Alors, je retiens que quand on va être amené à parler de santé publique
Le citoyen lambda va voir ça de manière très globale, très floue. Quand on va être emmené à parler en plus de santé publique faite par une organisation sous-régionale, alors on va être tenté de s'y perdre. Mais je retiens que l'OAS et son action sont vraiment dans notre quotidien à travers chacune des actions stratégiques, opérationnelles et descendant même jusque dans la santé communautaire. Alors, docteur, ce média, il est le vôtre. Il est celui de la FOAPS et de ses partenaires, au rang desquels l'OAS, qui donc croit en la participation du secteur privé, croit en la force, en l'impact de la communication sanitaire. Alors j'ai envie de vous demander, docteur, puisque cette tribune est également celle d'un plaidoyer, que pouvons-nous faire pour vous aider? Que ce soit les États ou que ce soit les citoyens lambda comme nous, individuellement ou de manière communautaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel niveau de prise de conscience? Quel sujet? Mais que pouvons-nous faire pour aider l'OAS? Merci beaucoup. C'est simplement de nous accompagner pas seulement dans l'information, mais c'est de nous accompagner dans la communication. Je pèse mes mots, vous êtes communicateur. C'est de faire en sorte que tout ce que vous transmettez au cœur des populations et pour les populations, d'observer si le retour est positif et de nous aviser. C'est de faire en sorte que ce dont nous parlons, surtout la santé communautaire, chaque famille de notre espace CEDEAO soit vraiment couverte. Qu'on essaie de tout faire pour que, quel qu'en soit le hameau, quel qu'en soit là où se situe la famille, qu'on essaie de l'encadrer pour connaître là où cette famille habite. Est-ce que c'est propre pour un habitat normal? Est-ce qu'il n'y a pas de risque sur sa santé? Et même s'il y a de risque sur sa santé, qui va prendre en charge? Comment prendre en charge? Faire en sorte que tout le monde se reconnaît. Quand je dis tout le monde, c'est toute la population de la CEDEAO se reconnaît comme acteur de santé publique. Parce que tout le monde est agent de santé communautaire. Oui. Tout le monde se reconnaît comme acteur de santé publique et qu'on mette la femme surtout au milieu. Vous m'excusez. Qu'on mette la femme au milieu de cette activité-là. Parce que dans nos ménages, quand je parle dans les ménages, le premier élément, la première cellule qui fait tourner le ménage du point de vue santé, c'est la femme. Si votre femme décide, ou de par ignorance, que vous serez hypertendu, dans 15-10 ans, vous le serez. Que vous serez diabétique, vous le serez. Il suffit qu'elle vous prépare beaucoup de mets bien huilés, vous donne beaucoup de sucre tout le temps. Non seulement vous allez être, mais avec toute votre famille qui sera. Donc, il suffit d'informer les femmes par rapport à leurs conditions, par rapport aux risques sanitaires. Et je pense que tout le monde se portera bien. Et vous avez le devoir et la volonté maintenant, cette fois-ci, de nous accompagner dans ça. Qu'on communique à travers les populations, que les familles, sa famille se porte bien. Je crois que c'est la communauté qui va se porter bien et nous tous, nous se porterons mieux. Et l'État va se porter mieux parce que quand nous sommes en santé, nous travaillons beaucoup plus. Il y aura une plus-value pour nos États. Merci, docteur. J'ai envie de répondre ainsi soit-il. Merci infiniment, docteur. Nous rappelons que nous émettons du 5e Congrès africain du tourisme médical à Abidjan et c'est un honneur pour nous de bénéficier de votre présence tant sur ce congrès que sur ce média. Docteur, auriez-vous un dernier mot ou un mot de la fin de cet entretien? Mon dernier mot sera un mot d'espoir à toute la communauté de la CEDEAO et aux communautés environnantes. Pour dire la santé, elle le dit si facilement, mais c'est un complexe. Un complexe où chacun a son rôle à jouer. Un complexe où nous ne devons pas nous taire quand nous voyons des risques de santé, l'environnement, laver les mains, les mesures d'hygiène et autres. Nous devons au quotidien apprendre et maintenir ces habitudes-là. Nous devons tout faire pour que quand nous avons le moins de mal, nous nous présentons auprès de qui de droit. Que nous évitons au maximum les automédications, que nous évitons au maximum de nous traiter nous-mêmes, même si nous avons la compétence, vous savez que même en tant que médecin, c'est refusé chez nous, nous ne nous traitons pas. Donc, il faudrait donner un certain nombre d'habitudes à la population et que cette population soit dans son rôle d'agent de santé communautaire. Je crois que nous pouvons vivre beaucoup d'espoir qu'à l'horizon 2050, nous affichons dans notre région les meilleurs indices possibles de santé.
Merci, docteur. Votre message aura été entendu et nous nous faisons le devoir et l'engagement de le relayer autant que possible. Fidèles amis téléspectateurs, c'est donc la fin de cet entretien, de cette émission, donc partenaires techniques et financiers en santé. Nous aurons donc, vous l'aurez compris, reçu aujourd'hui, non pas un partenaire, mais un acteur intégrant central de la santé. Nous vous remercions de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouveaux numéros. Merci.